Bonjour à tous, nous sommes le 2 novembre 2025 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Avant de commencer le site rep à proprement parler, je tiens à rappeler qu'International Reporters est une agence indépendante. Nous ne recevons pas de valise de cash du Kremlin, donc si vous voulez nous aider à continuer notre travail, il est très important que vous nous souteniez, soit via la plateforme Boosty, via un don mensuel ou ponctuel du montant de votre choix, soit via la plateforme Hypoliink avec un montant ponctuel du montant de votre choix ou l'achat d'une de nos photos. Je rappelle aussi que j'ai mis en vente via la plateforme Lulu le calendrier du Donbass 2026 et le calendrier Russie 2026. Les liens sont sur ma chaîne Telegram personnelle. Vous allez sur Telegram, vous écrivez dans le moteur de recherche Christelle Néant et vous allez trouver toutes les informations pour pouvoir les acheter à temps pour en offrir comme cadeau de Noël. Je rappelle aussi que bon nombre des contenus que nous publions le sont exclusivement sur Telegram. Donc je vous encourage à nous suivre sur cette plateforme, c'est gratuit. Et comme ça vous êtes sûr de ne rien rater. On va pouvoir commencer par la partie qui vous intéresse le plus, à savoir la carte militaire. Alors, cette semaine il y a eu beaucoup d'avancées. On va commencer en région de Kharkov, à Volchansk. Alors vous vous souvenez, la semaine dernière, l'armée russe avait commencé à progresser dans cette zone-là, un peu dans la partie ouest de Volchansk. Eh bien, la percée se poursuit et l'armée russe a pris sous son contrôle toute cette zone sud-ouest de Volchansk, menaçant en fait la route ici qui approvisionne le reste de la garnison ukrainienne qui se trouve dans le sud de la ville. Donc là, ça se sent quand même assez mauvais pour l'armée ukrainienne dans cette zone-là. Et toujours en région de Kharkov, un peu plus à l'est. Vous vous souvenez, la semaine dernière, l'armée russe avait pris Bologovka ici, après avoir pris Otradnoye. Et bien cette semaine, elle a pris le contrôle de toute la zone qui se trouve entre les deux localités. Donc elle a ainsi lissé la ligne de front qui était un peu avec une forme comme ça. Donc là, hop, la ligne de front s'est lissée à cet endroit-là. Alors, bien entendu, ce qui fait actuellement les gros titres, entre autres, c'est la situation à Kupiansk, qui continue de se détériorer pour l'armée ukrainienne. L'armée russe continue d'avancer de plus en plus vers le sud de la ville, prenant en chaudron ici des troupes ukrainiennes qui se trouvent encore là, malgré la situation désespérée et des tentatives. D'ailleurs, il y a eu des tentatives de percer par la partie sud de la part de l'armée ukrainienne pour essayer de stopper l'encerclement. Ça s'est très mal terminé pour les troupes qui ont été envoyées là. Résultat des courses, là je pense que ici ça va continuer à se resserrer et un chaudron va se former ici à l'est de Kupiansk. En tout cas pour l'instant c'est pas bon du tout pour les soldats de l'armée ukrainienne qui sont dans cette zone là. Si on descend un petit peu, et entre autres, on va descendre dans la région de Liman, eh bien, l'armée russe est entrée dans ce quartier-là de Masliakovka, qui est un des quartiers de Krasny Liman, alias Liman. Il a été renommé Liman par l'Ukraine, parce que Krasny Liman, ça fait trop soviétique, voilà, c'est trop rouge. Krasny c'est rouge, voilà. Donc ici on voit que l'armée russe a déjà commencé à rentrer dans Liman. Et concernant Yampol, on a des rapports qui font état du fait que Yampol aurait été en grande partie libéré. J'attends confirmation, mais donc ici aussi ça commence à bouger. Ici on a la ville de Seversk, et ben là aussi ça bouge ici. L'armée russe a avancé au sud même de Seversk et ici au sud de Zvanovka. Donc là aussi cette zone du front se met enfin à bouger, ça c'est une bonne chose. Alors pourquoi Liman est extrêmement importante? Parce que prendre Krasny Liman permettra de mettre Slaviansk à portée de l'artillerie russe. Ici, vous voyez Slaviansk est juste là, donc là ça va permettre de faire une pince descendante vers Slaviansk. Alors, on continue à descendre. Konstantinovka, les combats se poursuivent à la périphérie. L'armée russe pénètre tout doucement dans la ville. C'est assez lent pour l'instant, mais je pense que ça va continuer
à bouger activement. Ici, on voit que la pince autour de Charkovo est en train de se refermer. Donc je pense que l'armée russe va prendre cette localité qui est située entre Konstantinovka et Pokrovsk. Elle va la prendre sous contrôle, je pense, d'ici peu de temps. D'ailleurs, elle a avancé ici au nord de Roussignard. Donc là aussi, lissage de la ligne de front. Là, vous voyez la situation pour les forces armées ukrainiennes à Pokrovsk et Mirnograd est catastrophique. Voilà, vous avez un magnifique chaudron qui s'est formé, hein, je vous avais dit, après la prise de Rodinskoye ici, et l'avancée des forces armées russes vers la partie centrale et nord de Pokrovsk. Hein, vous voyez, on est déjà ici, la majeure partie de Pokrovsk est déjà sous contrôle de l'armée russe. On nous parle de reddition massive de soldats ukrainiens. Bon, ils ont été fortement encouragés à coup de largage de tracts, leur donnant les instructions pour se rendre en toute sécurité. Il semble que la situation soit tellement désespérée après la tentative loupée, hein, donc de troupes du GUR. Alors le GUR, c'est quoi? C'est le renseignement militaire ukrainien, ce sont des troupes d'élite. Ils ont largué 11 de leurs gars ici à l'ouest de Pokrovsk, près de la fameuse stèle où les soldats russes avaient hissé leur drapeau. Ils ont envoyé une dizaine de gars. Je sais pas ce qui leur a pris. Qu'est-ce qu'ils ont cru faire avec ça? Une opération TikTok encore, ou je ne sais quelle bêtise, hein, bien entendu. Ils ont parlé qu'ils avaient débarqué 200 ou 300 mecs, et que maintenant ils avancent, et qu'ils vont reprendre tout Pokrovsk, c'est du grand n'importe quoi. Ils ont largué 11 mecs, ils se sont fait exterminer, les 3 premiers tués immédiatement après largage par l'hélicoptère, et les autres, dans les heures qui ont suivi, les soldats russes les ont traqués les uns après les autres, aux endroits où ils s'étaient planqués, et ils ont tous été littéralement annihilés. Résultat, quand le commandement de l'armée ukrainienne a demandé ensuite au régiment Azov, hein, donc la 3e brigade d'assaut, hein, je rappelle, donc régiment néo-nazi, organisation extrémiste interdite en Fédération de Russie, les gars ont refusé. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'ils ont refusé d'aller aider à désencercler en fait les soldats ukrainiens qui sont encore dans cette poche-là. Hein, comme vous le voyez, tout ça c'est devenu de la zone grise. C'était bleu la semaine dernière. C'est devenu de la zone grise. Et la zone qui est encore sous contrôle de l'armée ukrainienne, en fait c'est quasiment plus que Mirnograd et un petit peu de la partie est de Pokrovsk. Mais voilà. Mais là, elles sont en train de se refermer, de se resserrer. D'ailleurs, l'armée russe est rentrée ici dans la partie nord de Mirnograd, a avancé ici aussi, donc ça pue. Voilà, ça pue pour l'armée ukrainienne. Pokrovsk va bientôt tomber, et je pense Mirnograd suivra immédiatement, parce que là, vous voyez, la poche est presque totalement refermée. C'est pour éviter un bout de chabis, d'ailleurs, etc., que Vladimir Poutine avait proposé d'accepter un cessez-le-feu de quelques heures pour laisser des journalistes occidentaux venir constater la situation sur place. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer que Zelensky a dit 999 en tapant du pied? Bon, hein, voilà. Je pense que ça se passe de commentaires. Ils ont même menacé toujours d'un liste qui viendrait là-bas de poursuite pour violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, de la frontière d'État, enfin tout ce que tu veux. Bref, comme vous le voyez ici, ça pue littéralement pour les soldats ukrainiens. Alors, si on continue de descendre, là on va parler un peu de la région de Dnipropetrovsk. Dnipropetrovsk, où l'armée russe a libéré Privolye, ici Yegorovka, ici Vishnyovoye, et Novo-Alexandrovka, ici. Donc tout ça, ça a été libéré. Et au sud de cette zone-là, donc Krasnogorskoye, ici, a été libéré. Donc là, c'est en région de Zaporozhye. Novo-Nikolaïevka, voilà, qui est ici. Donc là, on a franchi la rivière, ici. On a franchi la Yanchour. Voilà, la rivière Yanchour. Voilà, donc ici, elle a été franchie à Novo-Nikolaïevka. Donc là, ça fait une tête de pont, puis je pense que l'armée russe va s'infiltrer là, et puis partir à gauche et à droite. Et donc, là aussi, ça va commencer à sentir très mauvais pour l'armée ukrainienne. Donc voilà la situation.
Voilà la situation pour l'instant. Alors si on regarde les chiffres, d'ailleurs au mois d'octobre, l'armée russe a libéré plus de 540 et quelques kilomètres carrés, ce qui est un très bon chiffre, ce qui fait une petite moyenne de 18 kilomètres carrés par jour, en sachant qu'il y a quand même une énorme densité de drones, même côté ukrainien, et que donc, moi les gens qui disent oui il faut aller plus vite, écoutez, portez-vous volontaire pour aller sur la ligne de front, parce que c'est extrêmement dangereux. Ce qui cause actuellement le plus de morts, ce sont les drones. Voilà. Donc voilà quelle est la situation. Comme j'ai dit, je pense que Pokrovsk, Krasnoarmeysk et Mirnograd vont tomber sous peu. Une fois que ça sera fait, je pense que l'armée russe va se concentrer sur Kupiansk et Konstantinovka, finir de prendre ces deux autres nœuds logistiques extrêmement importantes, Liman, et puis une fois que ça sera fait, Slaviansk et Kramatorsk tout simplement. Et puis ensuite, on va continuer, parce que je rappelle qu'il y a encore Kherson et Zaporozhye à libérer. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'avancée en matière de négociation ou de... Non. Zelensky ne veut pas négocier. Puisqu'il ne veut pas négocier, ça va se régler par les armes. Mais en tout cas, pour l'instant, on voit clairement un début d'effondrement de la ligne de front. Il y a des endroits où il n'y a plus assez de soldats ukrainiens pour tenir la ligne. On voit que même des troupes comme Azov refusent d'appliquer les ordres quand ils se rendent compte que c'est tout simplement des opérations suicides. Donc là, ça commence quand même à sentir assez mauvais quand même, là pour l'Ukraine. Donc situation à surveiller d'assez près, et on va voir comment tout ça va tourner. En tout cas, je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau Directier Stream comme d'habitude à 20h heure de Paris, et je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain rapport hebdomadaire de situation, et d'ici là, portez-vous bien.